viens aujourd'hui parler de ma mère et ma vie. Donc, je suis né d'une mère qui avait 15 ans, donc d'une fille. Je suis né d'une maman qui avait 15 ans quand elle portait ma grossesse. Et mon père, lui, qui avait 16 ans, donc de deux enfants adolescents. Ça a été très difficile parce que ma mère, qui était, elle, fille de conseiller pédagogique, a été renvoyée de la maison, donc dans la rue, parce que pour lui, c'était une honte d'avoir une grossesse à 15 ans. Voilà. Et pour elle, c'était difficile parce que ce n'est pas une grossesse qu'elle avait désirée, ce n'est pas une grossesse qu'on l'encourageait à garder. Donc ma mère m'a plusieurs fois expliqué qu'elle a reçu une pression pour non seulement me ôter la vie, ou elle faisait honte. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'il s'agit de mon enfance douloureuse. Et en ce moment-là, la jeune fille s'est retrouvée à la rue, traînant avec ses camarades. Et je pense que là, elle a été prise par l'un de ses oncles qui l'a ramenée chez lui jusqu'à ce que je naisse en tant que... Et j'étais voilà, bébé comme ça, très beau garçon. Voilà. Et ce très beau garçon, j'avoue qu'on m'a dit que quand mon grand-père a vu cette photo, il m'a traité de vilain. Parce qu'il n'était pas content que je sois né. Il a dit un beau garçon comme ça, vilain donc. Et je pense qu'après beaucoup de médiation, ma mère est revenue à la maison, mais c'était encore la catastrophe pour elle. Parce qu'à chaque fois que ce joli garçon-là pleurait, on l'insultait. Voilà, on l'insultait, et un jour, elle m'a lâché. Et elle m'a laissé, elle a fui, elle a disparu. Donc là, je n'ai plus vu ma maman. Seul, dans un environnement qui n'était pas favorable pour moi parce qu'on m'appelait le vilain, tout ce qui était mauvais, c'est à moi qu'on attribuait. Tout petit, j'ai commencé à sentir cette pression sociale-là et ce manque d'amour autour de moi. Ma grand-mère maternelle, à qui mon grand-père accusait d'avoir mal éduqué sa fille et qui a eu cette grossesse-là, avait peur. Et elle me lavait en cachette, elle s'occupait de moi en cachette. Et c'est comme ça que un jour, moi aussi, je décide de quitter la maison étant petit et d'aller aussi à la recherche de ma maman. Une maman que je voyais souvent dans des maquis, je crois qu'elle avait 16 ans, dans des maquis, en train de boire avec ses amis. Une maman souvent que je voyais dans des situations trop difficiles. Et moi qui étais petit, elle me disait toujours, retourne à la maison. Ce n'est pas le lieu où tu dois être. Tu ne dois pas être ici. Parce que très souvent, c'était tard la nuit. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi je vivais tout ça. Quand je rentrais à la maison, c'était compliqué. Quand je retrouvais ma maman, je la voyais aussi dans une situation compliquée. Et c'est comme ça que quelques mois ou quelques années plus tard, on m'annonce le décès de mon père, je crois qui est décédé à la vingtaine, je crois 21 ans ou 20 ans. Et du coup, j'avais quand même un espoir, je recherchais mon père, mais quand on m'a dit qu'il est décédé et qu'il n'a pas eu une longue vie, j'ai commencé à me poser des questions à moi-même. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et cela a créé un vrai déséquilibre dans mon parcours scolaire. Je n'arrivais pas à aller à l'école. Et là, à ce moment-là, je pense que ma mère est tombée gravement malade et un monsieur l'a envoyé à Abidjan pour une opération. Et après l'opération, moi je suis venu, j'ai demandé, je me rappelle, j'avais 15 ans quand je prenais le cas, je crois 14-15 ans quand je prenais le cas à la recherche de ma mère à Abidjan, parce qu'on m'avait indiqué là où elle pouvait se trouver. Et quand je retrouve ma mère malade, je crois qu'on lui a organisé une cabine téléphonique pour pouvoir prendre soin d'elle-même et de pouvoir aussi quand même avoir de quoi manger. Et en ce moment-là, je restais avec elle, j'ai décidé de ne plus retourner chez mon grand-père et de rester avec ma mère. Et quand le monsieur qui aidait ma mère a vu que ma mère, en plus d'être un poids pour lui, était avec son enfant, il a décidé alors de lui trouver un studio pour qu'elle puisse vivre avec son enfant. Et c'est comme ça qu'à partir de cette cabine-là, ma mère et moi, commençons vraiment à se chercher, à réfléchir. Et moi, je n'avais jamais pensé que j'étais la solution. Jamais. J'avais jamais pensé. J'étais toujours là en train de gérer la cabine. Et elle avait un ami qui m'a mis à l'école. Et quand il m'a mis à l'école, ma mère a rencontré un monsieur.
Et quand elle rencontre le monsieur, elle me fait savoir que le monsieur veut l'épouser et tout. J'ai dit, ah, Dieu merci, au moins, la vie de ma mère sera un peu équilibrée. Mais malheureusement, après leur mariage, 8 mois après leur mariage, le monsieur va dans sa famille un week-end et il décède. Donc, imaginez-vous, on était à la cabine et quand le monsieur épouse ma mère va vivre chez le monsieur avec moi. Donc, quand même une vie un peu stable. Mais 8 mois plus tard, le monsieur décède. Et on connaît les familles en Afrique. On décide de nous chasser et on revient encore à gérer la cabine. Il faut rechercher non seulement le bénéfice pour travailler, et c'était compliqué. Et je ne comprenais pas tout ça. Je ne comprends pas pourquoi, depuis ma naissance, la vie s'acharnait contre moi. Je ne comprenais pas. Et je demandais à ma maman, mais pourquoi ça se passe comme ça? Elle me disait qu'elle ne comprenait pas et qu'elle n'avait pas la solution. Elle ne savait pas quoi dire. Et c'est comme ça que, un jour, je vois ma mère en train de vomir. Je l'accompagne à l'hôpital. Elle me dit, mon fils, le monsieur qui est décédé là, apparemment je porte sa grossesse. Et on me dit que la grossesse est avancée et que j'aurai une fille. Là, ça créait un choc. Je me suis dit, mais écoute, j'arrive même pas moi-même à prendre soin de moi. Ma mère n'arrive pas à prendre soin d'elle. Encore un deuxième enfant, sans assistance. Mais je n'avais toujours pas su que la solution devrait venir de moi. Donc j'ai dit à ma mère, bon, écoute, on va s'organiser. J'étais très jeune, j'ai dit, on va s'organiser, on verra quoi faire. Elle m'a dit, non, mais écoute, on va suivre ce que les médecins disent et on verra. Et c'est comme ça que ma mère qui gérait une cabine, moi je continuais à l'école, je crois que j'étais en première, seconde ou terminale, je ne sais plus, parce que j'ai stoppé les cours à partir de là. Un jour, pendant que je revenais avec mes amis, j'avais oublié que c'était la rue dans laquelle ma mère gérait sa cabine. Et on était en train de discuter en tant que jeunes. Et c'est comme ça que une voiture passe avec une vitesse et donc soulève la poussière. Et quand la voiture soulève la poussière, mon ami me tape à l'épaule et il me dit, Franck, tu sais, la vie est très dure. J'ai dit, mais pourquoi tu me dis que la vie est dure? Il dit, regarde la femme là-bas. Il est 14 heures. Ma mère avait 8 mois de grossesse. Donc elle a tout le ventre devant elle. En train de gérer la cabine, elle dormait, elle était fatiguée à 14 heures avec la bouche ouverte. Donc la bouche ouverte, dans la poussière, vous voyez ce que ça peut faire. Donc le monsieur, mon ami me tape l'épaule, il me dit la vie est dure parce que regarde la dame. Elle est enceinte, elle devrait être en train de se reposer, mais elle est en train de chercher de l'argent pour vivre. Et quand je me tourne, je vois ma maman. Et ça m'a choqué émotionnellement. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais écoute, j'ai dit à ma mère, je ne vais plus à l'école. Tu vas aller te reposer, moi je stoppe les études, je vais venir gérer la cabine. Ce qu'on va gagner, c'est ce qu'on va utiliser. Sinon, tu risques de tomber malade et je risque de te perdre. Elle a discuté, mais à la fin, elle a accepté. Donc j'ai arrêté les études et j'ai commencé à gérer la cabine. J'ai géré la cabine pendant des années. Et un jour, j'ai commencé à me questionner moi-même. On va aller au prochain slide. J'ai commencé à me questionner moi-même. Mon rêve était d'apprendre à l'école comme les autres, mais je n'arrivais pas parce que j'aimais l'école, je savais que j'étais créatif, que je pouvais apporter aussi des solutions, mais je ne savais pas, je pensais que vraiment il fallait l'école pour avancer. Et il m'arrivait souvent d'aller dans des écoles, m'asseoir dans la cour d'école, de regarder les autres aller à l'école et me sentir bien, juste parce que j'étais dans un environnement où les gens apprenaient. C'est comme ça qu'un jour, mon épouse qui était ma camarade en ce moment, mon amie, avec qui j'ai discuté, je lui ai dit, écoute, moi je pense que j'ai beaucoup prié, je me suis parlé à moi-même et une idée qui me vient à la tête, c'est d'apprendre 3 choses. Donc, de garder ma foi en Dieu et mes valeurs, d'apprendre l'outil informatique et aussi de maîtriser la langue anglaise. Les 3 idées me sont venues à la tête quand je me posais les questions sur ce que je pouvais faire. C'est comme ça que la première chose qui est la prière, j'ai commencé à prier parce que je suis très grand croyant aujourd'hui. Je crois fermement en Dieu. Mes valeurs, je n'ai jamais envoyé de problème à la maison, je n'ai jamais fait des choses qui m'ont éloigné vraiment des lois de la société. Et je remercie Dieu parce que j'ai pu quand même garder ces valeurs-là jusqu'à aujourd'hui. Mais par rapport à l'apprentissage de l'informatique, je ne savais pas. Et un jour, je vais dans un cyber, je rencontre les propriétaires, je leur dis, écoutez monsieur, je veux être stagiaire, je veux apprendre, je veux travailler pour vous. Ils me disent, oh ok, on recherche quelqu'un pour taper. Mais est-ce que tu sais faire? J'ai dit non, je vais apprendre. Et les messieurs, quand ils ont vu que j'avais commencé à maîtriser, ils ont commencé à vouloir m'exploiter.
Au point où tout le travail qu'on leur donnait, ils m'envoyaient pour que je tape. Pour eux, ils m'exploitaient, mais pour moi, je devenais un professionnel. Parce que je n'avais pas le temps d'apprendre ça à l'école, je n'avais pas les moyens d'apprendre ça à l'école. Et quand j'ai maîtrisé ça, j'ai revu mon amie, qui est mon épouse, et je lui ai dit, moi je vais aller au Ghana pour apprendre l'anglais. Elle était stagiaire, je crois qu'elle avait 35 000 comme prime de stage. Elle m'a filé des sous, j'ai pu mettre de l'argent ensemble, et j'avais 50 000. Je suis allé à la gare d'Est ici, j'ai pris le car à 20 000 le ticket. À la frontière, on m'a vacciné pour 8 000 francs, et je suis rentré au Ghana à l'aventure avec le reliquat, je ne sais plus, ça fait 22 000 ou combien, je ne sais plus. Et c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, un jeune m'a récupéré par des circonstances que Dieu a permis et m'a gardé chez lui. Et j'ai demandé à ce jeune-là, mais où tu apprends l'école? Où tu apprends? Il m'a dit, il m'a montré son école et je suis une fois allé l'accompagner là-bas. J'ai vu une dame parler en français au téléphone dans une école où on était censé parler l'anglais. Je m'approche de la dame, je lui dis, madame, je veux qu'on fasse un deal. Permettez-moi, si possible, de nettoyer l'école, arranger votre bibliothèque, mais en retour, ne me payez pas, permettez-moi juste d'accéder aux classes pour apprendre l'anglais. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de la Côte d'Ivoire. Elle était togolaise, mais elle avait marié un Ghanéen qui avait l'école. Et c'est comme ça que la dame me donne ma chance. Je commence à ranger ses bibliothèques, je nettoyais, et le matin, c'est-à-dire je nettoyais l'après-midi, et le matin, j'accédais au cours. Et vous savez, j'ai toujours su que j'étais quelqu'un de particulier. J'ai toujours su que je n'étais pas comme les autres. Et que je connaissais ma place. Du coup, je ne me mettais pas dans des groupes francophones. Parce que là-bas, on ne pratiquait pas l'anglais. Eux, ils recevaient l'argent des parents, mais moi, je recevais l'argent de personne. Donc, je me mettais toujours avec des anglophones. Je me rappelle que j'ai vu un ordinateur sur la table de la dame. J'ai dit, madame, je peux l'utiliser pour apprendre l'anglais parce qu'il y avait des logiciels pour apprendre. Elle m'a dit, vas-y, mais ramène l'ordinateur. C'est avec l'ordinateur que je passais toutes mes nuits à regarder des applications en anglais. À qui j'ai dit, how are you? Et l'ordinateur me dit, I am fine. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre, à maîtriser, à comprendre l'anglais. Et en 3 mois, imaginez-vous, la classe que j'étais venu, la classe que j'avais rejoint, on me prenait maintenant quand le professeur était absent. Et c'est comme ça qu'un jour, le professeur a eu une opportunité. Et on dit, mais il y a Franck qui peut enseigner dans cette classe. C'est comme ça que je suis rentré. C'est comme ça que je suis rentré en tant que quelqu'un qui devait nettoyer à quelqu'un qui est devenu un formateur de classe. Donc là, j'ai arrêté de nettoyer. Et j'ai commencé à prendre confiance en moi. Donc, les 3 cases, la première qui était la prière, les valeurs, l'outil informatique et l'anglais étaient déjà corrects. Mais vous savez, quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à faire du bénévolat depuis le Ghana. La première photo, je me rappelle, je suis allé dans une école, je leur ai dit, comme je parle un peu anglais, je veux former vos enfants, je veux former le français à vos enfants gratuitement. Ils m'ont dit, oui, tu peux venir. Et j'ai commencé à former Parce que je crois en donner. Je crois au fait que donner est quelque chose de primordial pour que j'avance. Donc j'ai commencé par former gratuitement là-bas. Et après, je pense que j'ai décidé j'ai épousé mon épouse et on a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire parce que je parlais anglais. J'avais pu avoir des certificats en gestion de projet. Et pour moi, j'étais prêt quand même à servir en Côte d'Ivoire. Et quand je viens, par la grâce de Dieu, je rejoins 900 en sécurité en tant que responsable commercial. Mais ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'on me demandait de sélectionner des commerciaux. Et là, j'ai décidé d'utiliser des agents de sécurité pour devenir des commerciaux. J'ai expliqué à mes responsables qui étaient français, qui sont toujours là. Je leur ai dit, parmi les agents, parmi les vigiles, il y en a dedans qui ont des diplômes, qui sont vraiment calés, mais ils n'ont eu que ça à faire. Si on commence à demander, ça va nous aider à aller plus vite parce qu'ils maîtrisent le produit, ils sont eux-mêmes le produit. Et comme ça, on a fait vraiment un gros truc. Et c'est comme ça qu'un jour, je vais par exemple pour servir 911 dans une mine à Persus et je vais là-bas en tant que responsable commercial pour une offre que je devais écrire et proposer. Et quand je parle, c'est là que j'ai compris pourquoi l'idée des 3 valeurs qui étaient, l'idée des 3 choses à respecter qui étaient les valeurs, qui étaient l'outil informatique et l'anglais, était vraiment quelque chose qui allait m'aider dans ma destinée. Quand je vais la première fois dans les mines, moi je vais en tant que responsable commercial pour une agence de sécurité.
Mais quand je fais le rapport commercial que je devais délivrer au patron. Quand il m'entend parler, il faut dire aussi que j'ai fait le reporting en gestion de projet, en report projet. Donc quand je fais le report, le monsieur me dit, mais le jeune, il comprend le projet. Ce n'est pas forcément commercial, c'est quelqu'un qui maîtrise les étapes de la gestion de projet. Et puis j'entends en anglais, est-ce si on le recrutait? C'est ce qu'il dit, est-ce qu'on le recrutait? Parce que je sens que le jeune, il comprend, c'est des Australiens qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Et ils ne savaient pas que je parlais anglais. Donc quand on finit de parler, j'entends ça en anglais. Après, j'ai l'inspiration de continuer ce que je faisais en anglais. Donc je commence à refaire mon reporting, cette fois-ci en anglais. Et quand je le fais en anglais, le monsieur, il dit à son voisin, il me dit, mais je te dis, si tu ne recrutes pas ce jeune-là, toi-même, il faut le recruter. Et c'est comme ça que j'ai rejoint l'Icopodium, qui est l'une des plus grandes multinationales dans les mines pétrole. On construit des plateformes. En tant que d'abord stagiaire, j'ai fait 11 ans, j'ai fini là-bas en tant que senior en santé et sécurité, donc directeur des départements. Et voilà. Et le prochain slide. Et je ne me suis pas arrêté là. Je me suis posé la question. J'ai dit, mais écoute, tu viens de quelque part. Tu viens d'un monde où il n'y avait pas d'éducation. Tu as manqué de tout. Si tu gagnes tout ça aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit pour toi-même. Je pense vraiment que c'est pour les autres. C'est comme ça que je me suis parlé à moi-même. Je me suis dit, Franck, tu dois aider les autres à maîtriser ce chemin que tu as pris et à pouvoir aussi s'en sortir. Et c'est comme ça que je crée Youth Education, avec qui je réunis les jeunes, je les forme en leadership, en développement de projets. On se met ensemble, on refait des écoles, on refait des hôpitaux, et je commence à vraiment faire valoir le talent des jeunes à travers tout ce qui est travaux de développement, projets de développement. Et les jeunes commencent à se sentir responsables et commencent eux-mêmes aussi à développer d'autres choses. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de jeunes qu'on a dans l'organisation, qu'on a formés. Et aujourd'hui, je m'appelle Franck Gauzé, mais je vois beaucoup de Franck Gauzé. Avec les jeunes, on scolarise tout un village. On a décidé de ne pas laisser un enfant à la maison. Parce que moi, j'ai manqué d'éducation. Donc, il faut que maintenant, je donne l'éducation aux enfants. Et pour les jeunes, quand ils deviennent mentors des enfants, ils deviennent eux-mêmes responsables. D'où le thème éco-responsable. On va au prochain slide. 5 ans plus tard, je comprends que j'ai des jeunes. Pas le prochain slide. 5 ans plus tard, je comprends que j'ai des jeunes qui sont devenus responsables. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je prends sur moi d'ouvrir un centre d'incubation et d'insertion des jeunes. J'ai ma maman Nena ici dans la salle qui, la première fois à l'ouverture du centre, est venue me bénir, je me rappelle, et elle a dit ces paroles. Elle a dit, ce centre-là va avoir l'impact et ça va t'envoyer très loin. Aujourd'hui, je vois où le centre est. J'ai 4 centres. On a 4 centres en Côte d'Ivoire, un centre à Bouaké, un centre à San Pedro, un centre à Daloa et un centre à Abidjan. Chaque 6 mois, c'est 500 jeunes que nous formons, avec 90% d'insertion. L'État de Côte d'Ivoire nous fait confiance à travers l'Agence Emploi Jeunes. La GIZ, à travers Invest for Job aussi, est notre partenaire privilégié. Et on a développé aujourd'hui vraiment une expertise dans l'insertion des jeunes. Voilà, donc on va aller au prochain slide. Et tout mon engagement, je ne me suis pas encore arrêté. Je me suis dit, l'information qui tourne aujourd'hui, on se plaint très souvent de l'information que reçoivent les jeunes. Mais ici, nous-mêmes, nous créons un média citoyen qui montre aux jeunes les opportunités, qui les forme et qui permet qu'ils évoluent. Donc, vous pouvez aller sur le site internet qui s'appelle www.youthmedia.net où les jeunes ont les opportunités que les institutions proposent, que les ministères proposent et ont toutes les informations pour qu'ils soient vraiment, pour qu'ils puissent se développer tous les jours. Toutes ces actions, pendant ces années, aujourd'hui c'est une dizaine d'années que j'ai créé ces projets, m'ont valu, comme l'a dit la modératrice, le prix d'excellence. On va aller au prochain slide. Le prix d'excellence de la meilleure organisation délivrée. Ce prix d'excellence que j'ai pu remettre à ma maman. Et je lui ai dit, je me rappelle, j'ai une photo sur mes réseaux avec ma maman où je lui ai dit, maman, voilà, aujourd'hui, pour nous qui avons été abandonnés, voilà pour toi qui t'es battu, qui n'a pas accepté que je ne sois pas en vie. Voilà, aujourd'hui, le président de la République
te donne ce prix-là. Ce n'est pas à moi qui donne, c'est à toi qui donne. Et ma maman, ce jour-là, elle était vraiment émue et elle a compris que garder la vie, c'est important. Et aujourd'hui, elle est fière. Prochain slide. Bon, les prix j'en reçois chaque année plusieurs, j'avoue. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que tout est possible et que la solution est en nous. Voilà. Le jour où j'ai pensé comme ça, c'est le jour où j'ai eu la direction pour être le Franck Gauzé que je suis aujourd'hui. Je vous remercie.